Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizran et je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du podcast Société et économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Cette deuxième saison commence fort car c'est un sujet très actuel qui nous intéresse aujourd'hui, celui du métavers. Vous avez déjà sûrement toutes et tous entendu ce terme, pourtant il reste encore très complexe à comprendre. Pour nous donner l'opportunité de mieux comprendre les enjeux de ces métavers, l'université organise le 5 octobre prochain une table ronde sur les mondes virtuels. Plusieurs intervenants et intervenantes spécialistes du sujet seront présents pour aborder les questions et enjeux politiques, légaux, économiques, mais aussi sociétaux qui entourent le métavers. Cet événement est organisé en collaboration avec Fribourg International, mais l'idée a été lancée par la professeure assistante Alexandra Federson, qui est notre invitée du jour. Bienvenue Alexandra et merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandra, vous avez fait des études de sciences politiques à l'Université de Genève avant d'être nommée professeure assistante en communication politique et médias à l'Université de Fribourg en 2019. Dans vos recherches, vous vous intéressez notamment aux stratégies de communication des élites politiques et aux possibles incidences que le comportement des élites peut avoir sur l'opinion des citoyens et des citoyennes. Le métavers est un sujet qui vous intrigue beaucoup, c'est pour ça que vous avez eu l'idée d'organiser cette table ronde dont nous allons finalement tout de suite discuter. Je crois qu'il est indispensable, avant toute chose, de bien cerner notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous définir le métavers, Alexandra ? Alors, le métavers, c'est un univers parallèle qu'on nous propose d'ici quelques années. C'est en quelque sorte une nouvelle version d'Internet. On va pouvoir interagir, en fait, dans des espaces virtuels qui seront accessibles justement via interaction 3D. Donc vous pouvez penser aux jeux vidéo multijoueurs en ligne actuels qu'on connaît déjà. Ce sera un petit peu comme ça, mais pas tout à fait parce qu'on ne pourra pas que jouer aux jeux en question, mais on pourra acheter des biens et des terrains, d'ailleurs on peut déjà le faire. On pourra interagir avec nos collègues lors de meetings virtuels, on pourra rencontrer nos amis, peut-être qu'un jour qu'on pourra aller à l'école ou à l'uni dans ces mondes. Donc il y a plusieurs de ces mondes virtuels parallèles et depuis que Facebook, qui s'appelle Meta, Métavers nous fait un petit peu penser évidemment à Meta. Donc on a préféré justement appeler cette conférence Monde virtuel, enjeux, opportunités, défis pour être le plus inclusif possible. D'accord. Et en fait, où est-ce que toute cette frénésie a commencé autour du métavers ? Alors en fait, dans un roman de science-fiction dans les années 1960, mais je pense que la première grande application du principe du métavers, c'était le jeu Second Life. Ça a été lancé en 2003, donc moi je m'en souviens. Assez récemment. Voilà, assez récemment. Et ce jeu gratuit, en fait, permettait aux utilisateurs et aux utilisatrices d'incarner des personnages virtuels dans un monde qui était créé par eux-mêmes. Mais alors finalement, si ça date des années 60, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle énormément ? Oui, alors différents mondes virtuels existent déjà, existaient déjà aussi avant qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais peut-être ils étaient connus un petit peu par un petit cercle d'initiés ou par quelques personnes qui s'y connaissaient, qui peut-être jouaient déjà à ces jeux vidéo, etc. Les technologies évoluent, les équipements aussi deviennent de plus en plus accessibles. Donc là aussi, ça nous permet de sortir de la science-fiction pour arriver dans le monde en fait, de toutes et tous. Et pour finir, moi je pense que l'événement vraiment déclencheur, c'était le changement du nom de l'entreprise de Facebook en Meta et cette annonce justement de Mark Zuckerberg qui présentait son avatar, qui se baladait dans ce monde. On s'en virtuel. rappelle. Voilà. Et donc, on l'a dit avant, vous êtes à l'origine de la table ronde du 5 octobre prochain. Pourquoi finalement avoir organisé cette table ronde autour de ce sujet ? Oui, alors bonne question, parce que comme vous l'avez compris, en présentant mes domaines de recherche, ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je n'y connais pas grand-chose, mais c'est un sujet qui m'a sauté aux yeux et que je trouve passionnant. C'est un nouvel espace de communication, un nouvel espace sociétal où on va avoir des interactions dans la société, mais aussi pour le monde commercial, pour le monde des entreprises. Ça a l'air d'être un espace qui est très, très important. Nous avons beaucoup à apprendre. Donc je me suis dit en fait que de réunir les spécialistes de l'Université de Fribourg avec aussi des personnes issues du monde économique,
qui approchent la thématique de manière très différente et de les faire dialoguer entre eux pouvait en fait nous permettre, à nous, citoyennes et citoyens, étudiantes et étudiants, personnes issues de l'économie, d'y comprendre un petit peu plus. Une belle opportunité. Voilà, exactement. Et le but, en fait, c'est que l'université et ses chercheurs et ses chercheuses se mettent au service aussi des citoyens et des citoyennes du canton, des étudiants, de toutes les personnes issues de l'économie, afin d'éclairer un sujet qui va probablement bientôt toutes et tous nous toucher, de près ou de loin. Surtout la nouvelle génération, donc les étudiants et étudiantes actuels qui vont probablement devoir apprendre à vivre dans un monde soit dans le métavers ou en parallèle du métavers. Donc, afin de présenter plusieurs perspectives, critiques, moins critiques, la table ronde réunira différents intervenants et intervenantes, comme je le disais tout à l'heure, de différents domaines. Et pour commencer, il y aura le professeur Philippe Cudré-Moreau, qui est informaticien, et qui, lui, pourra justement nous donner plus de détails sur toutes les considérations techniques, les évolutions technologiques, la situation actuelle du métavers, qu'est-ce qui se passe maintenant, aussi dans les entreprises du Big Tech, etc., qu'est-ce qui se passe là-bas, et les opportunités et les dangers pour la suite. Donc les enjeux liés à la technologie sont vraiment majeurs, mais on verra qu'il y a beaucoup d'enjeux qui touchent aussi ce sujet. Et d'ailleurs, on l'a énoncé plus tôt, les enjeux économiques, notamment, sont majeurs. Quels sont ces enjeux économiques ? Oui, alors les enjeux économiques sont très importants et c'est pour ça aussi que l'événement est co-organisé avec Fribourg International. Nous aurons 3 représentantes et représentants du monde économique pour répondre à cette question. Donc tout d'abord, Madame Delphine Zété, qui est secrétaire générale d'Alp ICT. Donc Alp ICT, c'est le réseau officiel intercantonal qui connecte et relie les PME autour des technologies numériques dans le but en fait, de stimuler l'innovation et le développement économique en Suisse romande. Elle nous parlera des exemples qu'elle voit dans la pratique de tous les jours, en fait, quand elle va dans ces PME et qu'elle discute avec les personnes. Et c'est vrai que ces mondes virtuels représentent une opportunité pour le monde économique. C'est un nouvel espace de marketing, publicitaire, avec une expérience en fait assez différente de ce qu'on voit, des pubs qu'on voit dans la rue. Mais il s'agit aussi d'un nouvel espace Internet qui est totalement privé, donc avec un marché dominé par les géants du Big Tech. Et ça va un petit peu à l'encontre aussi de l'esprit d'Internet du début, qui était en fait cette idée d'un monde tout l'inverse, quoi. Voilà, libre et accessible à tout le monde. Et la question ici, c'est comment est-ce que les entreprises suisses, comment est-ce que les PME romandes vont pouvoir se positionner. Et à ceci s'ajoutent d'autres défis, comme la gourmandise de ces technologies en énergie. C'est pas exactement dans cette direction qu'on essaye d'aller. Surtout en ce moment. Exactement. Le coût des équipements qui certes a diminué, mais qui rendent éventuellement aussi l'accessibilité difficile pour certaines parties de la population, et surtout le coût de certains biens vendus dans ces espaces qui est assez prohibitif en fait pour une grande partie de la population. Il y aura aussi Monsieur Reto Eschbacher, qui est responsable marketing chez Scott Sport. Et lui, il pourra nous donner un petit peu un aperçu de comment c'est géré au sein d'une entreprise en ce moment. Donc pour lui, en fait, il dit que les contacts avec les consommateurs se font de plus en plus en ligne, donc ça risque effectivement de devenir de plus en plus important. Mais ces univers virtuels sont extrêmement complexes, ça demande des compétences nouvelles qui peut-être n'existent pas encore sur le marché. Il va falloir des spécialistes qui pourront nous dire si vraiment ça vaut la peine d'investir là-dedans pour une PME. Quelles sont véritablement les opportunités de ces technologies, d'avoir une stratégie claire pour ne pas juste y mettre des ressources sans avoir de retour en fait, et surtout ne pas oublier les stratégies qui marchent déjà avec les consommateurs actuels. Donc ça sera un petit peu cette part des choses à faire et dont il va pouvoir nous parler aussi. On va vraiment avoir l'occasion d'en savoir beaucoup plus grâce à ces spécialistes. Une question qui me travaille quand même personnellement par rapport à la création d'emplois. J'ai entendu que Meta a annoncé vouloir créer 10 000 emplois pour instaurer son empire dans le métavers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors oui, pourquoi pas. La création d'emplois, c'est toujours une assez bonne nouvelle. Encore faut-il que ces emplois soient pérennes, que ce ne soient pas des emplois précaires, en fait. Et la question ici reste pour la Suisse, quelles sont les opportunités? Donc, où est-ce que ces emplois seront créés? Comment est-ce que notre pays se positionne-t-il? Est-ce que ces technologies vont aussi permettre la création d'emplois aux Suisses ou juste ailleurs? C'est ça la question aussi. On reste dans le domaine économique. Je me demande aussi s'il y aura un impact sur la fiscalité, c'est-à-dire nos impôts. Alors, il ne va pas aimer que je vous dise ça déjà, mais ce sera peut-être une question à poser au professeur Thierry Madiès, qui est spécialiste donc, de fiscalité internationale, qui sera également présent à la conférence en tant que doyen de la faculté SES. C'est d'ailleurs grâce à son enthousiasme que cette conférence a pu se faire et je tiens à le remercier chaleureusement de sa coopération et de m'avoir soutenu en fait, dès le début de ce projet. On salue aussi le professeur Madiès qui a été notre invité dans ce podcast. On sait aussi évidemment que ces espaces sont monétisés. Qu'est-ce que cette monétisation elle implique? Oui, alors la discussion sur les mondes virtuels ne peut pas se faire sans de discuter aussi du rôle des NFT, donc c'est les Non-Fungible Tokens, ou bien en français les jetons non fongibles. Donc là aussi, le professeur Kudry-Moreau pourra nous dire de quoi il s'agit. Donc ces NFT et les crypto-monnaies jouent un rôle important dans ces mondes virtuels et ce sera le professeur Bruno Pasquier aussi qui est avocat et chargé de cours, spécialiste du droit d'Internet qui va pouvoir nous parler en fait de la régulation de ces NFT et des crypto-monnaies qui sont utilisées dans ces mondes parallèles. Justement, on parle de droit. Les enjeux liés au droit seront aussi abordés lors de la table ronde. Qu'en est-il ? Oui, alors il y a énormément de questions juridiques qui se posent dans ce domaine, notamment la protection des données, la question de la propriété intellectuelle, à qui est-ce que tout ça appartient en fait, les problèmes juridiques qui sont posés par l'anonymat et le pseudonymat qui seront probablement possibles aussi dans ces mondes. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Et qu'il va falloir aborder, effectivement. Ouais, mais ces enjeux sont vraiment, me paraissent en tout cas vraiment fondamentaux. Et j'ai envie de dire, ce seront les entreprises comme Meta qui décideront des règles sur ces plateformes, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, et cela pose clairement un problème de régulation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire dans ce monde? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire? On voit aujourd'hui avec l'exemple des réseaux sociaux et des plateformes que c'est un problème extrêmement important et que c'est une question qui n'est pas résolue et que les États ont beaucoup de peine en fait à imposer une régulation aussi sur ces plateformes. Donc cette question risque de devenir encore plus importante dans le futur. C'est certain. Et Alexandra, quels sont selon vous d'autres enjeux politiques auxquels on pourrait penser que posent ces nouveaux mondes ? Alors, justement, pour moi vraiment, la question de la régulation, c'est une des principales préoccupations puisqu'on fait face à des entreprises privées et non pas à des États qui ont leurs lois et leurs polices et qui peuvent en fait imposer aussi certaines règles de vivre ensemble. Mais aussi, comme je mentionnais avant, en fait, ce virage d'Internet vers un Internet privé, qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on pensait au début. On imaginait Internet comme un espace de liberté, de brassage des cultures. Ouvert à toutes et à tous. Voilà, et on a vu en fait que ce n'était pas forcément le cas parce que avec aussi l'anonymat et le pseudonymat, cette liberté peut mener aussi à des dérives, notamment, je pense au harcèlement, qui est encore justement facilité par l'anonymat et le pseudonymat. Et cette liberté n'est pas accessible à tout le monde. Donc,
Certaines personnes peut-être ne se sentent pas justement à l'aise ou libres dans ces espaces puisqu'elles sont la cible d'attaques. Et en plus, la liberté n'est pas accessible à toutes et à tous parce que les inégalités sociales persistent dans ces mondes aussi, en fait, dans l'Internet actuel et probablement dans l'Internet du futur, où ces espaces sont probablement difficiles d'accès pour certaines parties de la population. Je pense notamment par exemple aux aînés. Et sont aussi difficiles parce que pas tout le monde maîtrise les technologies et voilà, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir naviguer en fait dans ces mondes qui marchent, qui fonctionnent un peu différemment que notre monde réel. Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup de questions qu'on se réjouit d'aborder. Parlons un petit peu psychologie. Il me semble que Aline Thiemann, doctorante en psychologie clinique, qui sera d'ailleurs présente à la table ronde, Aline Thiemann a effectué des recherches sur le potentiel du métavers qui sont un petit peu différentes de ce qu'on vient d'aborder. Oui, et je suis très contente justement qu'on ait pu inviter aussi Madame Thiemann, qui vient d'une autre faculté et qui va vraiment pouvoir nous donner un regard différent sur ces questions. Donc, elle a étudié les applications de la réalité virtuelle en psychologie clinique. Elle y voit des gros potentiels thérapeutiques, par exemple pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou de phobies. Donc ici, ce qui est très très intéressant, c'est que ces personnes peuvent s'entraîner en fait dans des espaces sécurisés et contrôlés de la réalité virtuelle avant d'être exposés aux éléments qui déclenchent leur phobie ou leur stress dans la vraie vie. C'est prometteur. Hein ? C'est assez prometteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est possible parce que d'autres études ont montré aussi que quand vous montrez des éléments à des personnes, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel, elles ne se souviennent pas forcément par la suite si elles l'ont vu dans la réalité ou dans le monde virtuel. Donc l'opportunité ici, c'est que ça permet justement ce genre de thérapie où les personnes sont exposées d'abord dans un environnement sécurisé et ensuite elles arrivent à mieux gérer ce genre de stress aussi dans la vraie vie. Mais ça pose aussi problème parce que ça veut dire que c'est possible que des traumatismes qu'on rencontre dans le monde virtuel soient aussi transmis dans le monde réel. Donc en fait, c'est à double tranchant. Ouais, on risque un peu de se perdre entre la réalité et ce monde virtuel. Hein. Aline Thiemann pourra nous en dire plus. Et maintenant qu'on parle un peu de psychologie et d'enjeux plus liés à la santé mentale, je trouve que c'est vraiment important d'aussi les souligner à côté de tous ces enjeux économiques ou législatifs. J'ai entendu que certains spécialistes craignent beaucoup un renforcement de la phobie sociale. Et j'ai un peu l'impression que ce sera comme les réseaux sociaux. Donc soit ça va vraiment renforcer cette phobie sociale et ça rendra les relations sociales encore plus difficiles, ou alors ça les facilitera. Mais je pense notamment à un spécialiste, le docteur Gabriel Torrens, qui craint quand même une augmentation de l'isolement, mais aussi une publicité plus intrusive, parce que en fait, finalement, elle pourra arriver dans le salon, dans la salle de bain, dans tous les espaces en fait, virtuels de ce monde, et ils pensent vraiment qu'il y aura des répercussions. Donc, ce sont vraiment des enjeux qui sont importants à prendre en compte, mais on en parlera à la table ronde. Peut-être plus largement maintenant, selon vous, Alexandra, quelle est vraiment en fait la valeur ajoutée du métavers à la réalité que l'on connaît aujourd'hui, telle qu'elle est ? Bonne question. Et je ne sais pas encore exactement, justement. Mais je pense que comme avec d'autres technologies et d'autres développements sociétaux, c'est très très important que nous puissions en parler, que nous puissions voir les opportunités, mais aussi les défis qui vont venir vers nous et que nous puissions poser ces questions à des spécialistes, à des personnes qui vivent déjà en partie avec ces technologies. Et parce qu'il est tout à fait possible en fait, que nous allons vivre avec ce genre de technologie à moyen ou long terme. Donc c'est important de s'informer. Et surtout d'avoir différents points de vue de différents spécialistes. Et c'est ce que vous allez nous offrir. Mais justement, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire quels éléments de réponse on peut espérer
si on se rend à cette table ronde du 5 octobre prochain? Alors, avec le large panel d'experts que la table ronde va réunir, j'espère qu'on va pouvoir donner des éléments de réponse assez divers, certains peut-être plus sceptiques, certains un petit peu moins. Comme toujours, mais ce qui compte, c'est que vous veniez avec vos questions, même si vous avez l'impression que ce sont des questions bêtes. Qu'est-ce que les NFT, par exemple? J'ai aussi dû m'informer avant de pouvoir venir ici. Ces questions, vous pourrez les poser en fait juste après la table ronde. Il y aura une session de questions-réponses et il y aura aussi un apéritif encore après la table ronde. Donc si vous avez envie d'approcher un spécialiste pour une question plus spécifiquement, vous aurez l'opportunité de le faire à ce moment-là aussi. En tout cas, on se réjouit beaucoup de se retrouver le 5 octobre. Alexandra, on vous remercie aussi beaucoup d'avoir été avec nous pour entamer cette deuxième saison. Et nous, on se donne rendez-vous à la table ronde, donc Monde virtuel, enjeux, opportunités, défis, qui aura lieu le mercredi 5 octobre 2022. On vous donne rendez-vous à partir de 17h40 dans l'auditoire Joseph Dice de l'université à Pérol 22. La participation est gratuite, mais notez bien que l'inscription est obligatoire jusqu'au 30 septembre. Alors n'oubliez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir le site de l'université de Fribourg ou de Fribourg International si vous voulez avoir plus d'informations. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à cette table ronde, mais aussi pour le prochain épisode de Société et Économie. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à très bientôt.